Rennes et l'accession sociale à la propriété. Devenir propriétaire est le rêve de nombreux ménages français, un rêve soutenu par de nombreux politiques. On se rappelle notamment la France de propriétaires promise par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président. Mais ce rêve reste inaccessible pour certains ménages aux revenus trop modestes pour s'endetter et acheter un logement. La hausse des prix de l'immobilier n'a fait qu'éloigner davantage cette perspective. Pour faire face à cette problématique, différentes politiques d'accession sociale au logement ont été mises en place, avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, Sylvain rencontre Jonathan Maurice, directeur de l'aménagement urbain et habitat à Rennes Métropole, et Nathalie Desmelé, directrice de l'habitat. Dans cet épisode, Jonathan et Nathalie reviennent sur l'historique des politiques d'accession sociale au logement de la métropole de Rennes et les problématiques qu'elles soulevaient. Ils nous expliquent ensuite comment le bail réel solidaire, le BRS, permet de lever ces obstacles tout en permettant aux ménages aux revenus modestes et intermédiaires de devenir propriétaires. L'occasion de nous rappeler l'importance de la maîtrise publique foncière, mais aussi de la mixité sociale. Je suis Lucie Carpentier, urbaniste en stage à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public montait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Nathalie Desmelé, Jonathan Maurice, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez tous deux à Rennes Métropole. Jonathan, vous êtes directeur de l'aménagement urbain et habitat, donc à Rennes Métropole. Et Nathalie, directrice de l'habitat. J'avais très envie qu'on puisse échanger un peu dans le détail, qu'on rentre dans le cœur d'un dispositif, un montage assez particulier. Alors, peut-être parce que juste précurseur, et qui sera peut-être banalisé plus tard. En tout cas, je pense que ce serait pas mal, ce serait intéressant. Un montage autour du bail réel solidaire, imaginé à Rennes Métropole. Le bail réel solidaire dont on a beaucoup entendu parler, qui a fêté ses 10 ans, on va revenir dessus, qui a eu une première étape, une première génération à Rennes, on va revenir là-dessus, mais qui connaît aujourd'hui des transformations, des évolutions importantes, avec une forme de passage à l'échelle, en tout cas d'accélération sur l'emploi de cet outil. Mais on verra, c'est pas juste une accélération en volume, c'est aussi des changements dans le fond de l'utilisation de cet outil. Bref, j'ai parlé BRS, on va parler OFS, bail réel solidaire, office foncier solidaire, etc. Peut-être que Nathalie, pour les gens normaux, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas pleinement tous ces trucs-là, vous pourriez nous rappeler peut-être l'histoire du déploiement précoce du BRS à Rennes, et puis qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Oui, bien sûr. L'histoire du BRS, je vais même remonter avant le BRS, c'est l'histoire de l'accession sociale à la propriété. C'est la manière comment une collectivité met en place une politique d'accession sociale à la propriété dès 1997 pour permettre le parcours résidentiel du locataire HLM. Parce qu'il y a c'est pas un dogme, mais en tous les cas, c'est une ligne pour l'instant sur Rennes Métropole, c'est qu'on ne vend pas le parc social pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas assez de logements sociaux pour satisfaire la demande dans des délais raisonnables. Donc, ne vendons pas le parc social, il faut bien, par ailleurs, il fallait bien par ailleurs prévoir un parcours résidentiel possible pour les locataires HLM et un parcours résidentiel de qualité dans un parc à prix maîtrisé. Donc, on a développé une politique d'accession sociale à la propriété, donc à prix
plein de formes, je crois qu'on a fait tous les dispositifs possibles et inimaginables, le pass foncier, le PSLA, mais au-delà de ça, des dispositifs précédents, des dispositifs locaux, peu importe. Tout ça, dont l'objectif de ces dispositifs, c'était à la fois d'encadrer les prix de vente des logements pour permettre la solvabilité du locataire HLM désirant accéder à la propriété, encadrer ce prix de vente et en l'encadrant, subventionner aussi ces accessions sociales à travers des aides au foncier. 97, on a fait 5000 accessions sociales à la propriété avant le déploiement avant la mise en place de notre OFS. 5000 pour constater très rapidement, après, je dirais, surtout après 2017-2018, un emballement dans le mécanisme de revente de ces produits-là et notamment de revente très spéculative des produits qu'on avait subventionnés. Donc le sentiment à la fois satisfait de permettre ces parcours résidentiels et puis d'accueillir des ménages qui relevaient de ces dispositifs, mais aussi le sentiment d'être dans un puissant fond, de jamais réussir pas réussir à stabiliser les choses et en tous les cas à produire une accession qui soit durablement abordable. Parce que donc c'est un problème qu'on a connu alors à Rennes et partout en France, c'est-à-dire on est arrivé à stabiliser des dispositifs qui ont permis de produire en masse des logements en accession pour des personnes qui étaient en dessous de plafond de ressources, notamment qui sont issues du logement locatif social, donc des parcours en accession. On devient propriétaire, même si on a des revenus modestes. Donc ça, banco, on a un outil qui fonctionne et on arrive à avoir un parcours résidentiel. Mais on s'aperçoit qu'en fait, alors à Rennes comme ailleurs, je répète, mais on a créé des formes d'effet d'aubaine, c'est-à-dire que cette offre-là, elle n'était pas durable. Ça Surtout, permettait une seule fois, un type de ménage. Voilà. Et donc ensuite, ça retombe dans une forme de marché général classique avec l'inflation qu'on connaît. C'est pas dans une forme, ça retombe dans le marché. Alors si c'est une revente qui était effectuée dans les 10 premières années, bien entendu, on récupérait au prorata du temps passé dans le logement un bout d'aide publique qu'on avait injecté, mais c'est pas là la vraie question. La vraie question, c'est qu'à un moment donné, on a pensé des programmations, on a pensé des opérations d'aménagement, des ensembles immobiliers permettant cette mixité d'accueil et permettant effectivement cette accession abordable et pas uniquement avoir des produits notamment portés par l'investissement locatif ou par des prix inaccessibles. Donc voilà, c'est cette remise en cause des équilibres de mixité, de peuplement, des quartiers, des communes, y compris dans les âges, voilà. Donc tout ça a été remis en cause. Donc le sentiment effectivement d'un puissant fond, d'autant plus qu'on a un programme local de l'habitat qui est qui est très programmatique, très contractualisé et qui prévoit tout ça. Et tout ça pour avoir un recyclage assez rapide dans le marché libre et d'autant plus rapide qu'effectivement le marché immobilier a connu ces dernières années une augmentation, des prix en forte augmentation. Donc voilà. Par contre, aucun état d'âme, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. Oui, les pauvres peuvent devenir riches, c'est pas notre question. Voilà. Donc le fait qu'un acquéreur, un locataire HLM ou un ménage modeste devienne accédant à la propriété via de l'accession sociale à la propriété, le fait qu'il l'ait revendu au prix du marché, c'était pas un jugement, c'était par rapport nous, notre objet, c'est vraiment la durabilité et l'efficacité de chaque euro investi dans les politiques publiques. Et la continuité donc d'une politique de peuplement. Mais ça, c'était avant, donc c'était avant l'OFS. Voilà. Et donc, en 2018, puisqu'il a fallu, même si on parle de 10 ans, n'empêche qu'on a pu mettre en place les OFS qu'en 2018, ce qui manquait. Les OFS, on est de la loi Allure, mais il a fallu attendre les ordonnances Macron pour mettre en place le bail réel solidaire, dont on pourra reparler tout à l'heure. Donc, en 2018, on a mis en place l'OFS et je dirais l'OFS
accompagner de son outil BRL à sauver notre politique d'accession sociale à la propriété. Parce que nous, on y dédiait 5 millions d'euros par an et on avait vraiment le sentiment à un moment donné que ces 5 millions d'euros, on les jetait dans un puits sans fond, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, avec pas d'efficacité sur le long terme. Donc, ça a été hyper opportun pour nous. C'était vraiment une bouée de sauvetage, la mise en place de l'OFS sur Rennes Métropole, puisque ça a permis de sécuriser notre politique publique et surtout de la rendre efficiente de manière, alors on dit perpétuelle. Je ne sais pas ce que c'est la perpétuité, mais en tous les cas, de lui donner vraiment une autre dimension en bénéficiant effectivement, en la rendant durable et de manière à ce qu'elle puisse bénéficier sur la durée à plusieurs générations d'accédants. Alors peut-être, Jonathan, nous expliquer comment justement on arrive à avoir un effet durable de cette politique publique. Comment ça marche l'OFS ? Ouais. Alors déjà, le premier sujet pour pouvoir développer de l'OFS, c'est quand même d'avoir du foncier public. Enfin, en tout cas, nous, la façon dont à Rennes Métropole on l'a déployé parce qu'on a historiquement, donc Nathalie l'a dit, une politique programmatique très encadrée avec des contractualisations avec chaque commune, avec les bailleurs sociaux, avec les opérateurs pour maîtriser ce qui se passe sur le territoire. Et puis une politique foncière en fait qui nous a permis réellement d'avoir des prix durablement plus bas en extension urbaine et maintenant aujourd'hui en renouvellement urbain que ce qui se fait dans beaucoup de territoires en France et en tout cas ce qui se fait par le jeu naturel du marché. Et donc voilà, on a la capacité à avoir un foncier qui est à des prix maîtrisés, et donc y compris quand on va derrière confier à un office foncier solidaire ces fonciers-là, il n'aura pas lui-même à s'endetter très fortement pour déployer ce genre d'outils, et donc il va pouvoir aussi assurer une forme d'abordabilité, non seulement à l'achat pour ceux qui acquièrent donc le bail réel solidaire, donc le droit d'usage, le droit d'exercice de la propriété sur le logement, mais aussi derrière, dans la durée, on n'aura pas des redevances importantes pour une forme de location du foncier qu'on peut avoir dans d'autres offices fonciers solidaires qui ne seraient pas maîtrisés par la collectivité et assis sur une stratégie foncière de longue haleine. Donc le principe, c'est bien ça, j'ai commencé à le dire, c'est bien cette dissociation foncier-bâti. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on a parfois comme caricature, une demi-propriété ou une propriété imparfaite. On est bien sur des gens qui achètent réellement un logement, et simplement le fait que la collectivité reste via son office foncier solidaire, en l'occurrence à Rennes Métropole, sous un format associatif qui associe les principaux acteurs de la production de logement social et la production de logements accessibles sur le territoire, reste propriétaire du foncier, ça lui donne un droit de regard, et notamment sur ce dont parlait Nathalie, la revente, parce que c'est là l'étape majeure. Il faut qu'à la revente, on n'ait pas l'effet spéculatif qu'on pouvait avoir sur les mécanismes précédents, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut revendre son bien que, en gros, au prix où on l'a acheté, évidemment avec la prise en compte de l'inflation immobilière, en gros l'indice de révision des loyers, et pas des prix qui ont été multipliés par 2 et qui n'avaient rien à voir avec les pouvoirs d'achat qu'on pouvait connaître pour les ménages. Donc on est sur un dispositif sur lequel le revendre à un prix qui est maîtrisé et le revendre à des publics pour lesquels ça a été prévu, donc des gens qui vont occuper leur logement et des gens qui sont eux-mêmes sous les plafonds d'accession à ce bail réel solidaire. Donc, ils sont à la fois définis au niveau national, et on pourrait y revenir puisqu'ils ont été récemment augmentés, et ça a sans doute permis aussi un déploiement plus massif, mais qu'on peut aussi réguler localement. En tout cas, nous, à Rennes Métropole, on peut définir notre propre politique de prix, de produits et les publics auxquels ça doit s'adresser prioritairement. Alors, un outil, on a bien compris, à un moment, on a des vrais propriétaires de leur logement. Ils ont bénéficié de ces logements-là de façon abordable parce qu'il y a des critères de revenus associés à ça. C'est des logements qui sont abordables parce qu'on a bel et bien, on reviendra là-dessus, c'est important, une politique d'aménagement, une politique foncière menée par la métropole, mais aussi une maîtrise de l'Office foncier solidaire, qui est cette association qui reste propriétaire du sol,
qui va pas être là très souvent, mais qui va revenir en tout cas à chaque fois qu'il y a une session pour vérifier deux choses, qu'on n'a pas une spéculation sur le prix et que le nouvel acquéreur rentre bel et bien, lui aussi, dans les critères de revenus qui étaient fixés initialement. Donc un dispositif qui est monté de façon assez récente, mais qui vient quelque part résoudre les failles des politiques précédentes sur l'accession abordable, pérennité, si ce n'est éternité, d'une politique publique, avec de façon plus récente, via le PLH, une forme d'accélération de l'emploi de ce dispositif. Alors pourquoi ? C'était quoi les questions en fait ? Quelles sont les questions, les problèmes en fait qui ont présidé à l'élaboration de ce nouveau PLH et à l'accélération de la mobilisation de l'OFS ? On va répondre à deux voix, mais quand on a élaboré ce nouveau... Alors on fait des PLH sur une métropole depuis 2005. Ce sont des PLH où, effectivement, comme je l'ai déjà dit, on définit les orientations programmatiques pour chaque opération d'aménagement de plus de 30 logements. Ces orientations programmatiques disent la part du logement social, de l'accession sociale, du locatif intermédiaire, de l'accession dite abordable et du logement libre. Et ça, pour toute opération d'aménagement, et quand je parle d'opération d'aménagement, c'est tout permis de plus de 30 logements. Donc, on est extrêmement programmatique dans ça. Et puis, donc on fait ça sur l'ensemble des 43 communes, bien entendu de manière différenciée en fonction des marchés, etc. Et puis, ces opérations sont livrées, elles font leur vie, elles étaient, comme je l'ai dit, plus ou moins recyclées dans le cadre du marché libre. Et sur Rennes Métropole, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a la ville de Rennes qui fait un peu plus de 200 000 habitants et les autres communes qui sont plutôt des petites communes et qui ont un modèle, plutôt le modèle périurbain et plutôt un modèle qui était basé sur la mise en place d'opérations d'aménagement plutôt d'extension urbaine. Et donc, malgré tout, sur la métropole, bien que les prix ont fortement augmenté, bien que le recyclage, par force des reventes, le marché de l'existant les prix ont énormément augmenté. Malgré tout, on arrivait globalement à l'échelle de la métropole à pouvoir loger les ménages à revenus intermédiaires ou les ménages plus modestes dans ces opérations d'extension. Au moment de l'élaboration du PLH, c'est aussi à ce moment-là qu'on parle beaucoup du ZAN et du fait de réduire ces opérations. Et donc se pose une question qui était sous-jacente depuis très longtemps, mais quand même comment on fait pour assurer dans la durée l'abordabilité des opérations d'aménagement telles qu'elles ont été conçues, et notamment dans notre cœur de métropole et notamment sur la ville de Rennes. Comment on fait en sorte que le ZAN ne soit pas synonyme d'exclusion ? Sujet qu'on se pose pour l'activité économique, qu'on se pose pour le logement, et pour les deux sujets, la réponse est il faut qu'il y ait une maîtrise publique, durable, du foncier qui est un bien commun, et sinon qui devient une rente. Et s'il devient une rente, il exclut ceux qui n'ont pas les moyens de se payer cette rente. Voilà. Alors, et là, on parle d'une métropole dans laquelle, y compris, je vais dire l'étalement urbain, je vais me permettre, était organisé, structuré avec un niveau qualitatif, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, une forme de polarisation, où les extensions urbaines de proches périphéries rennaises et dans des opérations d'aménagement souvent qualitatives, c'était le lieu aussi de la production de ce logement abordable, de ce parcours, de ce maillon du parcours résidentiel. Alors, ce qui marche bien à un moment est déstructuré quand on parle de sobriété foncière, quand on se repose la question finalement de retourner vers l'existant. On change de braquet en fait, parce que la sobriété foncière quelque part, elle était dans l'ADN. On a un modèle où on veut préserver des ceintures vertes, agricoles, naturelles autour de chacune des communes dont a parlé Nathalie. Donc c'est impliqué quand même d'être dans une sobriété foncière croissante, et à chaque génération de documents d'urbanisme ou d'habitat, on allait plus loin dans la sobriété foncière, dans la densité, dans les formes urbaines, etc. Mais là, le ZAN, quand même, donnait un horizon un peu plus clair sur le rythme auquel il allait falloir aller vers cette sobriété foncière. Sujet dont se sont saisis complètement nos élus
sur un mode proactif, hein, pas défensif comme on a pu avoir dans pas mal de territoires, et donc sur la recherche de solutions pour qu'on y aille sur ce ZAN, mais que ça ne soit pas synonyme d'exclusion. Et pour ça, la conclusion, c'est qu'il fallait capitaliser sur tout ce qu'on avait déjà en termes de régulation, de contractualisation, de programmation, mais changer de braquet, assumer d'aller plus loin dans une forme de régulation, y compris des mécanismes de la propriété privée. Et le bail réel solidaire, la dissociation, c'est une forme très pragmatique de régulation qui n'est pas contre la propriété pleine et entière et la capacité à faire des travaux, à avoir un usage plein et entier de son logement, mais qui en limite les effets négatifs pour le collectif, à savoir l'aspect spéculatif. Donc là, vraiment ça l'esprit. C'est un esprit de pas, finalement, là où on avait un dispositif ciblé sur une niche importante, hein, mais qui est l'accession abordable, hein, ça devient un dispositif qui est généralisé ou en tout cas élargi à d'autres chaînons, hein, finalement, à d'autres typologies de marché ou autres. Ça devient un outil de gestion, un des outils en tout cas, de gestion antispéculative durable. Ça devient un outil de production de l'accession pour propriétaires occupants, oui, de manière générale, puisqu'on a eu un élargissement des plafonds. Nous, on a eu plusieurs choses, hein. Il y a eu d'une part un élargissement des plafonds de ressources. D'autre part, Rennes, la ville de Rennes est passée de la zone B1 à la zone A. Donc, on a un double élargissement qui s'est produit et qui fait qu'aujourd'hui, je peux le dire, hein, mais par exemple, si je prends l'exemple d'un couple avec 2 enfants, un couple avec 2 enfants, 2024, le plafond de ressources d'accès au BRS était 3 800 € net par mois. 2025, c'est 7 500 € net par mois. Donc, on voit bien que, et on en a fait de la démonstration, 9 locataires sur 10 a aujourd'hui, le locataire social ou privé, a aujourd'hui accès au BRS. Pour nous, c'est extrêmement important dans la mesure où, effectivement, ça va permettre de mettre en place plusieurs niveaux de BRS en fonction des différents plafonds de ressources et de s'assurer et d'assurer sur ces différents niveaux de BRS, effectivement, ils resteront de manière, je dis toujours de manière éternelle, mais c'est vrai qu'il faut être un peu modeste par rapport à l'éternité, mais de manière durable, dans des prix encadrés. C'est simple, hein, le BRS, cette dissociation, le fait que l'OFS définit le prix de revente, qui est le prix d'acquisition initiale majoré de l'IRL, et encadre ça sur la longue durée, sur une manière perpétuelle, eh bien, ça permet tout simplement de ramener le logement dans le champ du logement et de le retirer du champ spéculatif, c'est tout. Enfin, et ça a une autre vertu, c'est effectivement, ça combat la multipropriété, quelque part, puisqu'on est forcément, quand on est accédant au BRS, forcément, c'est forcément sa résidence principale. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'investissement locatif, hein, attention, parce qu'il faut de l'investissement locatif, parce qu'il faut du locatif privé, etc. Mais en tous les cas, ça permet de redéfinir les choses. Et en matière de programmation, hein, c'est très important qu'on puisse le faire quand on se projette, hein, parce que ces dernières années, quand même, on était sur des ensembles immobiliers commercialisés à 80% des investisseurs, alors que historiquement, sur notre métropole, c'était plutôt 50% de propriétaires occupants, 50% d'investisseurs. Et c'est pas oui, pardon. C'est pas juste un effet d'opportunité, on vous l'a bien dit, là, quelle était la logique, mais il ne s'est pas juste trouvé que le gouvernement, même si on était plus un certain nombre à le réclamer, hein, qu'il y ait une augmentation des plafonds de revenus pour pouvoir élargir la palette d'utilisation du BRS, mais c'est pas juste parce qu'à un moment donné, il y a eu un décret qui a permis ça, mais c'est parce que de toute façon, on avait prévu dans le cadre du nouveau programme local de l'habitat de généraliser avec les outils tels qu'ils étaient disponibles dans la loi, toutes les formes de dissociation pour prolonger autant que faire se peut l'effet de nos actions foncières. Et donc, on aurait utilisé d'autres outils moins performants s'il n'y avait pas eu la possibilité d'utiliser le BRS. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de réguler plus et massivement pour avoir un effet sur le marché. Quand on passe de 300, 600 BRS par an à 1700, on commence à avoir un effet global sur le marché. Alors, je vais essayer parce que Nathalie, je suis désolé, mais c'est pas simple. Vous disiez c'est simple. Non, on va essayer de reprendre un petit peu tout ça et de synthétiser. On a un outil, en tout cas, dont le champ peut s'élargir.
Le BRS était un outil à vocation sociale, avec des plafonds de revenus relativement bas. Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais en tout cas, une vocation sociale établie du BRS. Là, il y a la capacité de s'adresser à d'autres typologies de ménages. Donc là, la spécialisation finalement du dispositif disparaît. Et vous mettez en face non pas un, mais plusieurs BRS qui va permettre d'apporter une offre en fait à plusieurs typologies de revenus. Donc c'est pas simplement une ouverture du dispositif à tout le monde, presque tout le monde, en tout cas à des niveaux de revenus élevés. Non, c'est en fait plusieurs dispositifs qui vont s'empiler, qui vont faire que, en fonction du niveau de revenu, on va avoir accès à un BRS, mais avec un niveau de prix plus ou moins important. Qui est associé en fait derrière par la métropole à un niveau de subventionnement et donc d'aide. Donc on conserve en fait un BRS à vocation sociale et finalement d'autres BRS qui sont avec moins de vocation sociale mais qui vont tous avoir, quoi qu'il en soit, le double intérêt. Le maintien d'une clause anti-spéculative. On sort finalement, vous le disiez très bien, on laisse ce logement-là dans le champ du logement et on interdit finalement son passage dans un bien uniquement spéculatif, un bien financier. Première chose. Et puis deuxième chose, et c'est aussi important, et moi je ne l'avais pas assez en tête, c'est qu'on maintient de façon durable des propriétaires occupants. Donc c'est des propriétaires, mais donc des propriétaires occupants. Et pour certains, on a des niveaux de revenus qui sont plus ou moins importants. Et donc là, on va retrouver finalement cette politique de peuplement. Donc on avait un outil sur une niche particulière, et donc à vocation sociale, qui conserve ça, mais qui s'élargit sur d'autres niches sociales, tout en conservant ce socle qui est la durabilité d'une politique publique. Est-ce que je suis dans le vrai ? Oui, vous êtes dans le vrai. Et c'était une revendication des OFS, c'était de s'ouvrir à l'accession dite intermédiaire. Bon, je ne vais pas trop mélanger, mais je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais en gros, à l'accession, ce qu'on appelait le PLS accession, c'est-à-dire vraiment pour des ménages à revenus intermédiaires, qui malgré tout, en tous les cas, sur un marché tel que le marché rennais, n'arrivaient pas à se loger en neuf. Je rappelle que sur le marché rennais, on est plutôt à 6 000 € du mètre carré. Voilà. Donc ce marché, donc cet élargissement aux revenus dits intermédiaires, du social à l'intermédiaire, ça permet effectivement pour nous, ça permet d'aller plus loin dans la volonté de faire du foncier un bien commun et ça nous donne un outil pour atteindre ça et de manière durable, ce que n'aurait pas permis un bail à construction à durée limitée. Mais ça permet aussi de mieux travailler nos mixités, c'est-à-dire que maintenant, dans les ensembles immobiliers, on n'a pas que des accédants sociaux à la propriété. On a un mélange, on a une mixité qui est saine, parce que c'était aussi nos problématiques quand le BRS n'était dédié qu'aux ménages traditionnels de l'accession sociale. On avait des revenus plutôt assez bas, parce qu'on était zone B1. Et donc, pour le coup, c'est quand même très, très compliqué. Il faut savoir que le revenu moyen des accédants à la propriété dans le dispositif Rennes Métropole avant la mise en place de l'OFS, on est plutôt autour d'un revenu moyen qui était de 2 200 € net mensuels. Donc, la question des mixités à l'intérieur même des ensembles immobiliers et des copropriétés, elle est aussi importante. Elle est importante pour la vie de la copro, pour la rénovation de la copro, pour tout simplement la vie dans le quartier, etc. Et l'élargissement, ça permet ça aussi. Ça permet aussi de répondre à des ménages qui, de toute façon, n'auraient pas pu se loger dans le cadre du marché privé libre du cœur de métropole, qui, de toute façon, seraient allés en extension urbaine. Ils auraient acheté un terrain pour faire construire leur maison parce que c'est des ménages qui ont malgré tout le moyen de le faire, mais plutôt en extension urbaine. Et on se serait retrouvé avec des opérations en BRS très peu mixtes en définitif, avec une homogénéité de public accueilli. Donc voilà, donc c'est pour nous extrêmement important et ce n'est pas... et alors on subventionne que... la subvention publique, elle est mise que sur l'accession sociale, que les ménages qui étaient dans les plafonds de ressources de l'accession sociale antérieurement. Donc voilà, donc c'est la partie qu'on subventionne. L'autre partie, en fin de compte,
c'est grâce, mais je ne vais pas m'étendre parce qu'il faudrait refaire un podcast là-dessus. C'est grâce à ce qu'on appelle le PLH et les prix administrés. Ce qu'il faut comprendre sur Rennes Métropole, et je le dis très rapidement, c'est que en définitive, tous les produits logements font l'objet d'une fiche produit qui détermine un prix de vente ou un prix de mise en location. Ce prix de vente et ce prix de mise en location est défini par le PLH de Rennes Métropole. Et pour définir ce prix de vente ou ce prix de mise en location, eh bien, on part du compte à rebours solvabilité ménage. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on arrive à avoir plusieurs niveaux de BRS. On a un BRS à 2008, on a un BRS à 3002, on a un BRS à 3008 et un autre à 4002. Ça, c'est les prix plafonds qui s'adressent à l'ensemble des ménages les plus sociaux, aux ménages qui arrivent au plafond des BRS. Et ça, c'est très important parce que si on avait eu que l'augmentation, des plafonds de revenus et des prix, on exclut tous les publics sociaux et intermédiaires. Voilà. Bien sûr. Ouais. Nous, on a sacralisé dans l'ensemble de ces BRS la part dédiée aux ménages relevant plus de l'accession sociale telle qu'elle était définie auparavant, c'est-à-dire 600 logements par an. Donc ça, c'est ce qu'on avait prévu et ça, on l'a maintenu. Et c'est seulement cette part-là qui est subventionnée. Les autres, ce qu'on appelle le BRS à 3008 ou à 4002, c'est un BRS dont on va administrer les prix, mais on ne le subventionne pas, c'est-à-dire qu'on bloque les prix. C'est un encadrement des prix de vente. Certains pratiquent l'encadrement des loyers. Nous, on ne peut pas sur Rennes Métropole. Donc, on a un encadrement des prix de vente sur 80% à peu près des produits immobiliers construits sur le territoire. Je veux bien, Jonathan, que justement sur cette question-là, sur l'effet systémique sur les marchés, vous nous donniez un peu des éléments. Donc, la production le BRS à vocation sociale 600, on est passé à 1700, je crois. En fait, il y a eu un double effet. On avait de toute façon prévu d'élargir le périmètre géographique du bail réel solidaire. Au départ, il était plutôt centré vraiment sur le cœur de métropole parce que voilà, on déployait le dispositif. Il fallait aussi s'assurer, c'est quand même des logements pour lesquels il y a aussi une garantie de rachat par l'Office foncier solidaire. Si d'aventure, même si on n'y croit pas trop, il y avait une difficulté à la revente, il y a cette garantie-là. Donc on testait les choses et on se disait on y va là où la demande est la plus forte, là où il y aura durablement une tension, etc. Puis on s'est aperçu que ça marchait très bien. En fait, on n'avait aucun sujet de commercialisation. Donc on s'attendait de toute façon, même pour l'accession sociale via le BRS, à le déployer plus largement. En gros, sur toutes les communes de la métropole qui étaient assujetties à la loi solidarité renouvellement urbain. Donc, ça faisait déjà 31 communes sur les 43 et rien qu'avec ça, on allait doubler de toute façon, passer de 300 à 600 le volume. Donc, et là, avec l'élargissement des plafonds, donc on a bien sanctuarisé ces 600 logements par an en accession sociale. Et puis, on développe beaucoup plus largement puisqu'au final, on serait plutôt sur 1700 par an en BRS avec les différents plafonds dont tu as parlé. Sur un volume global de production annuelle, volume de 5000 par an théorique, en tout cas objectif de production programme local de l'habitat, dont 1250 en locatif social plus PLAI et donc 1700 en BRS. Donc on voit qu'on aura une forte majorité. Plus le locatif intermédiaire. Voilà, forte majorité de produits encadrés et une petite minorité de produits libre sur l'ensemble de la production. Alors, non seulement encadré, mais de façon durable. C'est aussi on revient au début de ce qu'on se disait, quoi. Oui, encadré de manière durable. Et encore une fois, parce que on fait un PLH depuis 1995. On contractualise toutes nos opérations de plus de 30 logements en orientation programmatique depuis 1995 et on voit bien, on pourrait faire un bilan, on voit bien que si on regarde dans le rétro, eh bien effectivement entre ce qu'on a programmé, ce qu'on a projeté et la manière dont les choses se déroulent au fil des années, eh bien on voit bien qu'il y a une transformation de ces quartiers. Et que, en fin de compte, nos mixités n'étaient pas durables. Et je le redis, c'est la question de l'équilibre de peuplement, l'équilibre d'accueil. Une métropole et un cœur de métropole ne peut pas avoir
que des étudiants, que des personnes hyper riches qui peuvent accéder à la propriété. Donc voilà, donc c'est la question des mixités qui est l'enjeu. Et l'OFS avec le BRS, c'est ça qui va nous permettre on va pouvoir se projeter dans des mixités durables et des territoires du coup qui vont rester équilibrés. Voilà, de manière... Peut-être pour atterrir justement et sous forme de retour d'expérience qui reste une expérience récente encore, hein, c'est pas du tout le moment de tirer le bilan de cette politique, mais quoi qu'il en soit, elle est déjà en œuvre, elle a déjà des effets. Qu'est-ce que vous retenez à ce stade finalement comme à la fois comme ce qui a marché, comme facteur de réussite, comme difficulté peut-être particulière ou singulière, et puis aussi comme perspective donnée à ces outils-là dans le futur? Alors, bon, déjà, ce qui a marché, ce qui nous a tous un peu surpris dès le démarrage, c'est le formidable accueil de ce produit-là auprès des acquéreurs de logements, des gens qui recherchaient une résidence principale. Donc, je ne parle pas par rapport à nos nouveaux produits, mais aux produits dits de l'accession sociale. On a eu effectivement une sorte d'appropriation, je dirais même d'engouement vis-à-vis du BRS, parce que et une très très bonne appropriation, alors que je ne suis pas sûre qu'on y croyait à 100%. On nous avait tellement dit que les gens étaient attachés à la pleine propriété, que la dissociation serait une propriété dégradée, etc. Donc, qu'on avait intégré le fait que ça allait être un combat et qu'il aurait fallu développer une politique commerciale relativement agressive et vraiment capter peut-être les gens les plus captifs des produits. Et bien, pas du tout. Pas du tout. Le point très positif, c'est que justement, on a une nouvelle clientèle. Ça a décomplexé tout le monde puisqu'il n'y avait pas de... Derrière ça, il n'y avait pas de spéculation. On a fait du T2 alors qu'avant, on ne faisait pas de T2. On a des jeunes actifs qui sont venus parce que quand même cet outil formidable qui est le BRS, c'est le fait de pouvoir acheter un logement, des droits réels immobiliers, de rembourser un prêt immobilier et de capitaliser. Certes, vous ne spéculez pas, donc il n'y a pas de culbute, il n'y a pas d'enrichissement, mais vous capitalisez au lieu de payer un loyer. Et ça a été un élément de succès extrêmement important. Et d'ailleurs, on résume les choses en disant devenez propriétaire au prix d'un loyer. Exactement. Le fait, c'est la réalité hein, sur le territoire quand on regarde les chiffres. Et donc dans les leçons apprises, oui. Et donc si je poursuis, c'est que ça marche très bien sur ce public de l'accession sociale, c'est-à-dire en gros le public éligible au logement social jusqu'au PLS. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui comment ce produit va être accueilli chez les ménages qui ont un peu plus de moyens et un peu plus d'alternatives pour pouvoir se loger en accédant à la propriété. Donc, ça a été très bien accueilli chez le public qui avait le choix soit de rester locataire, soit de s'éloigner de Rennes Métropole pour accéder à la propriété. Donc ça a bien fonctionné. Je ne sais pas comment ça sera accueilli par un public ayant un peu plus de capacité d'agir, plus d'alternatives. Voilà. Donc là, on est à la croisée des chemins. Alors. Ouais, exactement, puisqu'on est dans le processus d'élargissement. Et d'ailleurs, j'en profite de votre podcast. On fait un forum à maîtrise d'ouvrage collectif OFS et l'ensemble des acteurs, un forum de l'accession à la propriété qui s'appelle Habiter et dont l'objectif c'est de vulgariser le BRS à l'ensemble des habitants de la métropole. Donc pour pouvoir... parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que on leur a tellement dit que c'était plus possible d'acheter, que les taux d'intérêt étaient élevés, que tout était trop cher, etc. Mais en réalité, ce dont on s'aperçoit quand on fait les courbes de solvabilité, avec un BRS et le PTZ tel qu'il a été revalorisé en 2024, eh bien, l'accession à la propriété via cet outil est tout à fait possible sur des taux d'endettement extrêmement maîtrisés. Donc,
voilà, Et on pour espère. pour que le public soit convaincu, il faut que l'ensemble des professionnels Ouais. de l'immobilier, de la promotion, les notaires, les banquiers, etc., on les embarque. Et ça, c'est vraiment notre travail du moment. Ils seront avec nous dans le forum dont on parlait le 28 février à Rennes. Il faut vraiment que l'ensemble soit convaincu. Ça fait partie des éléments aussi de la relance d'un nouveau modèle de production du logement. Jonathan, tout ne dépend peut-être pas des produits bailleurs ou investisseurs, etc. Et que ça, c'est aussi un élément de la relance. Et donc, Jonathan, en termes d'apprentissage, mais aussi de perspective, et pour conclure aussi, en tout cas, cette première partie de l'échange, parce qu'il faudra qu'on en rediscute, qu'est-ce que vous retenez, vous, en termes de leçons de choses, de questions encore ouvertes, mais aussi de perspectives? Il y a un enjeu culturel et donc il faut vraiment arriver à opérer collectivement ce changement de culture. On est en France, le pays du code napoléonien avec peut-être une vision un peu sacralisée de la propriété publique et donc il faut sans doute en avoir aujourd'hui une vision plus pragmatique, adaptée à nos enjeux, le foncier comme bien commun. Et il faut qu'on ait les outils qui permettent d'être cohérents avec cette perspective-là. Le foncier, c'est un bien commun parce qu'il faut qu'on préserve nos terres agricoles et naturelles, mais il ne faut pas exclure. Et pour ça, il faut qu'on trouve des outils qui soient intelligents, efficaces et massivement déployables. Le BRS, nous, tel qu'on l'a déployé, en tout cas sur notre territoire, on n'y voit que des avantages, objectivement. Donc, on va y aller massivement. Et l'enjeu, puisque vous parlez de perspective, c'est que dans les nouvelles façons de produire de la ville, on parle souvent de densification douce, on parle de surélévation, on parle de recyclage, on parle de reconquête des copropriétés lot par lot, on parle de rénovation patrimoniale, etc. Il ne faut pas que toutes ces nouvelles façons de produire de la ville se fassent à côté de ces outils-là. Et il faut qu'on arrive à déployer, et ça c'est vraiment le défi des prochaines années, le BRS dans le parc existant, dans l'ancien. Il faut que les outils, y compris fiscaux et autres, soient adaptés à ça et que vraiment la manière dont demain la ville va se produire, non seulement sur elle-même, mais en elle-même, sur les bâtis, elle ne crée pas des nouvelles formes d'exclusion. Il faut qu'on soit très attentif. Et d'ailleurs, dans nos perspectives, le 28 février, on lance nos 2 premiers BRS dans l'ancien. Et ça, c'est extrêmement important parce que là aussi, il n'y a pas de PTZ. Donc, c'est aussi un nouveau type de public, de fait de pouvoir introduire du BRS dans l'ancien et de pouvoir refaire de l'accession abordable là où il n'y en a plus du tout dans les ensembles immobiliers. Et je voulais juste dire quand même quelque chose, tout ça n'est possible. Tout ce qu'on vous dit sur le fonctionnement, que ça fonctionne, n'est possible que parce que, et Jonathan l'a dit en introduction, mais il faut le redire, n'est possible que parce qu'il y a une maîtrise publique des prix du foncier, que ce soit dans les opérations d'aménagement public, y compris dans les opérations portées par des privés. C'est extrêmement important. Toutes les charges foncières sur la métropole sont administrées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas l'OFS qui solvabilise le foncier. L'OFS vient sécuriser une politique publique qui a organisé la solvabilisation du foncier. Et donc, c'est... voilà. Merci. Merci à tous les deux. On comprend bien 2 choses. Déjà que l'OFS ne se substitue pas, quelle que soit son ambition à une politique foncière. On y revient systématiquement. Mais aussi que c'est encore un sujet en cours et qu'il y a encore beaucoup à tester, à inventer et à apprendre. Donc on reviendra nécessairement pour tirer les leçons aussi de ce qui est en train de se passer à Rennes, puisque c'est loin d'être... on est loin de pouvoir en tirer des retours d'expérience complets. Jonathan, Maurice, Nathalie Demelay, merci beaucoup. Merci, au revoir.